Bonjour à tous, je suis Fanny Demullier, j'ai le plaisir d'ouvrir cette conférence d'EC de l'année 2017. Donc tout d'abord, merci à tous pour votre présence avec nous ce soir. Deux mots peut-être sur le lieu qui nous accueille. On voit par l'atelier de René, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un atelier qui va prêter des objets, qui va aussi les réparer ou qui va vous apprendre à le faire vous-même, à les réparer vous-même. Et on a une très jolie ferme urbaine dehors où sont mis en œuvre aussi les principes de l'économie circulaire, où les déchets de la cantine sont compostés, où il y a des animaux, il y a des légumes qui permettent de proposer des plats pour la cantine. Donc au-delà du lieu, c'est une programmation culturelle, accessible et gratuite pour le plus grand nombre. Tout est en ligne sur le site de la recyclerie. C'est dans ce cadre que s'inscrivent ces conférences circulaires. Donc la cible, c'est les étudiants. On a choisi de s'adresser principalement aux étudiants et aux jeunes pour mettre en place cette nouvelle économie. Et le thème, c'est donc l'économie circulaire. Comment, comme je le disais, préserver les ressources, les renouveler. Et on va aborder ces 5 conférences par an, ce thème qui est effectivement très global à travers différents aspects. Ce soir, on va parler d'efficacité énergétique. Donc c'est un vaste sujet de la transition énergétique, comment aller vers un monde bas carbone, un monde qui va limiter ses consommations de ressources. On sait pertinemment qu'on ne pourra pas continuer sur ce rythme de consommation. Et pour le faire, la Fondation a souhaité s'associer avec des expertises, des partenaires complémentaires à nos prises de parole. On a donc choisi de donner la parole à l'École des Ponts, qui a créé un master sur le développement durable. Et c'est Émeric Fortin qui le dirige, qui est là et qui va vous en dire plus ce soir, vous dire quelques mots sur le sujet. On a aussi choisi de donner la parole à l'Institut de l'économie circulaire. Donc le nom de l'organisme parle de lui-même. Son ambition, c'est vraiment en France de mettre en connexion tous ces acteurs et de déployer à plus large échelle cette économie, parce que les solutions existent, mais c'est parfois complexe de les déployer à large échelle. Et on a aussi demandé à Climate, donc pardon, c'est Adrienne de Boutière qui est ici et qui va vous parler de ce sujet. On essaye aussi de vous présenter des solutions Veolia pour vous dire que ces solutions, elles existent, il faut les déployer à plus large échelle. Et on a ce soir un duo, une fois n'est pas coutume. En général, on a un intervenant, mais cette fois-ci, on en a 2 pour Veolia. On a un duo marketing et technique pour vous expliquer comment, sur le terrain, ces solutions sont mises en œuvre, elles sont déployées. Et c'est Antonio et Rachid qui vont prendre la parole ce soir. Et donc, ces conférences, on a souhaité confier l'animation à Climate. Climate, Jonathan Waregav, qui va animer la conférence, va vous en dire plus en quelques mots. Ça nous paraissait important de montrer la mobilisation des jeunes sur le sujet. La conférence, elle va durer une bonne heure. Elle va être composée de 2 parties. Une partie où nos experts vont prendre la parole et vous présenter ce thème de ce soir, et aussi une large partie laissée aux questions. Donc on vous demande de préparer toutes vos questions, parce que le but, c'est de créer le débat et de répondre à toutes vos questions. Donc je passe tout de suite la parole à Jonathan. Merci Fanny, bonjour. Donc je m'appelle Jonathan, je représente Climate aujourd'hui. En 2 mots, Climate, c'est un réseau de jeunes donc engagés sur la thématique du climat. On est à peu près 400, répartis dans 40 pays, et on réfléchit à comment promouvoir des solutions d'innovation pour lutter contre le réchauffement climatique. Et donc il y a une partie Think, parce que c'est un Think and Do Tank, c'est ce qu'on essaie de promouvoir, avec des sujets de réflexion pour le Think qui peuvent tourner autour de l'eau, de l'énergie, même des réfugiés climatiques, et une partie Do, on essaie de sensibiliser, et pour ça on le fait sous la forme de simulation de négociation aux enjeux du climat, dans des lycées, dans des universités un peu partout dans le monde. Et donc voilà, donc on va démarrer la conférence ensemble, et je vais vous demander, vous avez peut-être vu qu'il y avait des post-it sous vos fesses, je vais vous demander de penser, avant de commencer la conférence, à un mot qui vous vient à l'esprit quand vous entendez économie circulaire et transition énergétique, et vous allez l'écrire en très grosses lettres, et seulement un mot. Et pour vous donner un peu d'inspiration, je vais vous proposer une petite note poétique pour démarrer la conférence. Alors, je vais revenir pour vous présenter la personne qui est quand même, c'est plus qu'une note poétique, c'est un artiste, il est connu dans le monde entier. On l'appelle Certes. Je vous demande de l'accueillir sous vos applaudissements. Il en fait beaucoup trop. Ça va, vous allez bien? Je suis vraiment content d'être invité pour la 3e fois pour cet événement de Veolia, parce que je suis un artiste, je suis écrivain, humoriste et slammer.
L'environnement, l'écologie, c'est quelque chose qui me touche à cœur, qui me tient vraiment à cœur. L'écologie, quand tu prends étymologiquement, c'est logis, qui veut dire l'étude, et éco, environnement. Et je pense que l'étude de l'environnement, ça suffit pas. Enfin, pour moi, en tout cas, j'ai pas l'étude de l'environnement. Par contre, j'ai l'amour de l'environnement, de ce qui est autour de moi. Cet été, j'étais dans mon pays d'origine, Haïti, qui est un pays qui a beaucoup de problèmes, qui a beaucoup de choses très positives et beaucoup de problèmes également. Et il m'a beaucoup inspiré cet été. Ça m'a beaucoup inspiré. Aujourd'hui, j'écris des textes, je publie un livre d'ailleurs prochainement. Et c'est cette inspiration que j'ai envie de vous transmettre un petit peu aujourd'hui avant de commencer la conférence sur l'environnement. Ça vous va? Okay. Tu peux mettre la musique. Merci encore pour l'invitation. J'écris des textes depuis petit pour donner de l'émotion. Et je continuerai jusqu'au bout car c'est ma seule vraie résolution. J'ai compris que c'était le but de mon passage sur Terre quand j'ai vu que l'amour était devenu un mystère. Je ressens de l'amour pour chaque être de ce monde, comme si on était tous connectés depuis notre première seconde. Si ça te paraît utopique, c'est que t'as pas essayé. On est sur Terre pour s'aimer, pas pour s'exterminer. J'ai vu des enfants sourire sans même savoir pourquoi. J'ai vu des adultes trahir juste pour devenir roi. J'ai vu des pop stars mourir, tomber en dépression. J'ai vu des peuples se haïr sans se rappeler de la raison. Tu peux couper si tu veux d'un coup. Il peut couper, on est d'accord? T'es payé pour ça? Je reprends après. Non. Arrêtez-le! Ah, laisse tomber le téléphone. Vous préférez avec ou sans? Hein? Lui, il s'en fiche, il n'a pas d'avis. Je connais pas mon avenir et j'ai oublié mon passé. Je fais en sorte que mon présent honore ma destinée. Je vis dans une ville où je vois la misère et la pollution tous les jours. J'espère que le chronomètre de l'espoir a commencé son compte à rebours. Parfois, je fais du stand-up, parfois j'écris des chansons. Et on me demande de choisir, mais je ne comprends pas vraiment la question. Quand j'étais petit, ma mère me disait « Fils, tu sais, la vie n'est pas compliquée. C'est nous, les humains, qui nous la compliquons. » Je vous balance ce texte sans pression parce qu'il vient de mon cœur. Sur Terre pour kiffer et trouver mon âme sœur. J'ai un fait pour les blondes, mais j'aime aussi les brunes. J'avoue que je suis romantique, j'aime écrire sous la lune. Je n'ai rien à faire de la thune, moi j'ai grandi sans oseille. Et tout ce qui compte au fond de moi, c'est que ma mère trouve sommeil. Forcément j'ai grandi, donc forcément j'ai moins de potes. Mais les vrais sont restés, ils sont mes antidotes. Je souhaite à tous carpe diem, namasté et autres messages positifs. Cette vie est belle, insensée, mais qu'est-ce qu'elle est jouissive. Ce qui m'attend demain, j'en ai aucune idée. C'est tellement incertain que je préfère pas y penser. Je vous dis bienvenue dans mon monde qui peut sembler bordélique. Certains diront qu'il est triste, d'autres qu'il est artistique. Avant de partir, je vais vous donner mon secret pour être toujours heureux. Je prends les gens comme ils sont, parce que je ne suis pas mieux qu'eux. Voilà, merci à vous. C'était un petit peu laborieux. Juste avant de partir, je vais me présenter. C'est important, je pense, de se présenter. J'ai le temps de me présenter rapidement. Est-ce qu'il y en a qui me connaissent par applaudissement? Ok, voilà. On n'est pas du tout sur un succès. Je suis humoriste. Avant d'être humoriste, ça fait 3 ans maintenant que je fais de la scène. J'étais patron d'un bar-restaurant sur les grands boulevards qui a fait faillite. Avant ça, je travaillais dans une start-up qui a fait faillite également. J'ai l'impression que depuis 5 ans, tout ce que je touche fait faillite. Vous allez bien, monsieur? Parfait. Je m'appelle Certes et je suis d'origine haïtienne. C'est un très... Ok. Non mais c'est parfait que ça fait... En fait, j'ai compris en fait. Ils mettent le noir au début pour faire tous les tests. J'ai l'impression d'être un tirailleur sénégalais pendant la Deuxième Guerre mondiale en fait. Juste là pour prendre les balles pour que les blancs passent du bon temps. Ok, j'ai compris. Voilà. C'est que de l'humour, rien d'autre. C'est que de l'humour, c'est que de l'humour. Juste avant de partir, voilà, je reprends mon spectacle qui s'appelle Storyteller le 4 octobre. Je m'en profite pour faire ma publicité. Qui est le plus grand théâtre de la rive gauche. Il y a des gens qui habitent sur la rive gauche. C'est au 13e art, à Place d'Italie. Il y a des très bons artistes qui y sont. James Thirier, Arturo Brachetti. Moi, j'ai la chance de jouer avec eux. Donc voilà, c'était un petit extrait un peu volatile de ce que je fais. En tout cas, passer un très beau moment. L'écologie, c'est l'étude de l'environnement, mais c'est aussi l'amour de l'environnement. Donc mettez un peu de cœur en plus de la technique. Merci à vous tous. Très bonne soirée.
Merci, certes. Super. Et je viendrai te voir, certes, parce que j'habite à Place d'Italie, figure-toi. Donc voilà, ça tombe bien. Nous allons maintenant, peut-être que vous avez eu le temps de mettre ces petits mots sur ces petits post-it de toutes les couleurs. On va commencer par essayer de dégager les grands enjeux, en tout cas les grands principes qui régissent l'économie circulaire et son lien avec la transition énergétique. Et ce sera avec Aymeric Fortin, directeur du Master Développement Durable, que je vais vous laisser. Merci. Merci. Bonjour à tous, donc je suis Aymeric Fortin de l'École des Ponts où je m'occupe effectivement de diverses formations ayant trait au développement durable. Alors pas de développement durable, on n'a pas de master développement durable, on a toujours des masters transport et développement durable, transition énergétique et gouvernance territoriale, etc. On essaye d'appliquer le développement durable aux différentes approches. Alors pour faire le... Donc je voulais repartir en fait de la base, c'est-à-dire des scénarios climatiques qui sont un peu à l'origine de la loi sur la transition énergétique, même s'il y a beaucoup d'autres enjeux que les enjeux climatiques et que même les enjeux environnementaux, en vous présentant un petit peu ce graphique qui nous dit, bah voilà, ça c'est ce qui va se passer si on fait rien. Et puis ça c'est ce qui doit se passer si on veut rester sous la barre des 3 degrés, et ça c'est ce qui doit se passer si on veut rester sous la barre des 2 degrés. Alors, ce qui doit se passer n'est pas complètement clair, parce qu'il y a évidemment des incertitudes sur la façon dont les systèmes climatiques fonctionnent. Donc, on n'a pas forcément des idées extrêmement précises des liens entre les émissions et l'augmentation du niveau de la température. Mais ce qu'on sait, c'est que globalement, l'enjeu, il va bien au-delà de ce qu'on a défini à la COP 21 comme objectif pour l'année 2030. L'enjeu, c'est que à la deuxième moitié du XXe siècle, du XXIe siècle, eh bien, on ait annulé nos émissions, et même au-delà, on ait des émissions négatives. C'est-à-dire qu'on capte, avec différentes technologies, dont les arbres, on capte le carbone qu'on aura émis avant. Et c'est seulement à cette condition qu'on pourra atteindre l'objectif qu'on s'est fixé de rester sous la barre des 2 degrés, et même idéalement 1,5 degré. Donc je voulais bien rappeler ça, parce que ça veut dire qu'il faut quand même des ruptures fortes par rapport à ce qui se passe dans la référence. Et donc la loi de transition énergétique, elle a été destinée pour amorcer ces ruptures. Et ces ruptures, elles se font sur 4 champs. Elles se font bien évidemment en termes de carbonation ou décarbonation de nos systèmes énergétiques et industriels, mais aussi d'introduction d'énergies renouvelables et la réduction des énergies fossiles. Donc tout ça, c'est un peu corrélé, c'est-à-dire en fait, il faut décarboner les systèmes énergétiques. Il n'y a pas de possibilité d'atteindre ces objectifs sans ça. Mais ça ne suffit pas. Il ne suffira pas d'avoir demain des panneaux photovoltaïques partout pour avoir atteint les objectifs qu'on s'est fixés. D'abord parce que ça coûte cher et qu'on ne va pas pouvoir en implémenter massivement partout. On ne peut pas passer facilement au 100% énergie renouvelable. Et par ailleurs, même si on pouvait le faire, ça ne suffirait pas. Et donc, il faut qu'on touche à l'efficacité énergétique. C'est-à-dire qu'on réduise la consommation d'énergie dont on a besoin pour se chauffer, pour se transporter, pour conserver les aliments, pour s'éclairer. Il faut absolument que le progrès technique il soit aussi sur cette dimension-là. Donc pas juste du côté de l'offre, une production plus vertueuse, mais aussi du côté de la demande, une demande fortement réduite, puisque vous voyez qu'il s'agit de réduire la consommation énergétique dans des proportions très importantes. Alors, quand on veut regarder un petit peu comment on fait, on fait ce qu'on appelle de la prospective. J'en ai déjà parlé les fois précédentes, mais c'est important d'y revenir. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer au XXIe siècle. On ne sait pas ce qui va se passer en termes de croissance économique, si elle sera faible, moyenne ou forte. On ne sait pas ce qui va se passer en termes démographiques, si on sera 12 milliards ou 8 milliards à la fin du siècle. On ne sait pas ce qui va se passer en termes d'émergence et d'efficacité technique et économique d'un certain nombre de types de production d'électricité. Et donc, comme on ne sait pas, on ne cherche pas à faire de la prévision sur ce qui va se passer au XXIe siècle. On va faire de l'exploration de ce qui peut se passer au XXIe siècle, de manière à ce que ce qu'on va décider maintenant soit robuste à l'occurrence de différents mondes possibles. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher qu'est-ce qui va se passer et quelle est la meilleure stratégie par rapport à ce qui va se passer. On va chercher qu'est-ce qui pourrait se passer et qu'est-ce qui va être robuste au fait que différents mondes sont possibles et qu'on doit quand même décider aujourd'hui, sachant qu'on ne sera pas, si on ne sait pas plein de choses sur notre avenir. Donc la prospective, c'est ça, c'est d'aller explorer des futurs possibles
et d'en déduire des actions maintenant. Et quand on fait ça, et quand on regarde qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés en termes climatiques, eh bien, on se rend compte d'une chose. On se rend compte que, malgré tout ce que les ingénieurs qu'on forme dans nos écoles pourront vous raconter, la technique ne sera pas suffisante pour atteindre ces objectifs. Donc, il n'y aura pas de facteur 4, de réduction, d'annulation de nos émissions au cours du XXIe siècle, uniquement par le progrès technique. Bien sûr qu'on en a besoin, et il est très utile, et ce qu'on va vous présenter tout à l'heure relève de ça. Mais on a aussi besoin d'une modification des comportements. Alors il ne s'agit pas de dire vous péchez par la façon dont vous vous comportez, et donc il faut changer pour être vertueux. Il s'agit d'accompagner ces changements, déjà de réduire tous les comportements qui sont subis. Une partie de la mobilité que vous réalisez, elle est subie. C'est-à-dire que vous ne choisissez pas d'habiter à 40 minutes de votre travail. C'est la ville qui est organisée de manière à ce qu'il y a des endroits où on dort, il y a des endroits où on travaille, il y a des endroits où il y a du loisir, il y a des endroits où il y a du commerce. Ces déplacements-là, ils sont quelque part réductibles en faisant de la mixité dans la ville. Voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut faire, et puis peut-être aussi qu'il faudra modifier un peu nos comportements, changer certaines choses. Et du côté technique, je redis la même chose, c'est-à-dire qu'il ne suffira pas d'améliorer les technologies du côté de l'offre, il va falloir maîtriser la demande. Et c'est là où on rejoint les questions d'économie circulaire, parce que l'économie circulaire, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est justement la recherche de la plus grande efficacité possible dans l'utilisation des ressources. Alors, quand on parle d'économie circulaire, on a surtout en tête des ressources minières, des matières premières, qu'on va essayer de réutiliser ou de recycler, ou de trouver des nouveaux exutoires pour avoir le moins de gâchis possible, le moins d'enfouissement possible d'une matière première qui serait en fin de vie dans l'objet qu'il incorpore. Mais c'est aussi l'économie circulaire, cette efficacité dans les ressources énergétiques. Donc ça procède exactement des mêmes logiques. Partout où j'ai une sous-utilisation de ce que je fais avec mes ressources, mon énergie primaire, j'ai des potentialités d'amélioration de cette efficacité, de la même manière que j'ai des potentialités d'amélioration de l'efficacité matière lorsque je recycle. Et donc, l'économie circulaire, elle a bien une cohérence forte avec la transition énergétique, parce que ce qui va vous être présenté tout à l'heure, tous les processus qui vont chercher à permettre d'être efficaces énergétiquement sont complètement cohérents avec les logiques de transition énergétique. C'est même indispensable à ces logiques. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, l'économie circulaire, elle s'applique aussi aux questions énergétiques, et que ça va nous permettre de chercher des exutoires à des énergies fatales. Des énergies fatales, c'est des énergies que vous produisez sans le vouloir. Par exemple, dans un process industriel, vous produisez de la chaleur, vous n'avez pas besoin de cette chaleur. C'est une conséquence de votre processus industriel. Mais cette chaleur, elle est là. Et si on l'utilise pour faire de la vapeur et par exemple disperser cette vapeur dans des systèmes de chauffage urbain, alors on va récupérer cette énergie fatale, on va avoir la même efficacité que lorsqu'on récupère une matière première qu'on allait enfouir et qu'on ne va pas enfouir, qu'on va réinjecter dans le système. Merci. Merci Émeric. Alors maintenant qu'on a pu un peu voir, grâce à Émeric, on voit un peu plus clair le lien qui peut être fait entre l'économie circulaire avec l'efficacité énergétique et la transition énergétique. On va voir que justement l'efficacité dans l'utilisation des ressources et l'efficacité énergétique est un des leviers très importants, voire majeurs, de la transition énergétique. Donc maintenant, on va essayer de s'attarder à, comme le soulignait Émeric, voir des solutions d'applications concrètes. Et ça va être du coup avec un duo d'experts innovation et technique de Veolia qui vont nous parler, donc avec Antonio Neves da Silva et Rachida Amida, qui vont venir nous expliquer un petit peu la solution qu'ils ont déployée sur le territoire avec les centres de pilotage de la performance des établissements énergétiques, pour l'efficacité énergétique. Et avant de commencer, on va d'abord voir une petite introduction, en tout cas découvrir cette solution avec une petite vidéo d'animation. Et on se retrouve tout de suite après. Développer l'accès aux ressources, préserver les ressources disponibles et les renouveler. Chez Veolia, c'est notre vocation.
Chaque jour, nous gérons les installations énergétiques d'une grande diversité de bâtiments pour permettre aux entreprises et aux municipalités de concilier confort et maîtrise des consommations. En contrôlant à distance et en suivant en temps réel ces installations, nous optimisons leur performance énergétique et environnementale. Un coup d'œil pour comprendre. Immeubles de bureaux et d'habitation, hôpitaux, écoles, centres commerciaux, data centers, gares ou encore aéroports, ces bâtiments privés ou publics sont équipés d'installations multiples. Chauffage, éclairage, production d'eau chaude, ventilation, climatisation. Ces installations peuvent combiner différents types d'énergie. Chaleur, électricité, gaz, dont la consommation augmente avec une demande croissante et souvent peu optimisée. Pour mieux maîtriser cette consommation, elles sont couplées à des capteurs intelligents capables de transmettre des informations à distance et en temps réel. Ces données indicatives sont centralisées via un réseau numérique au sein d'un centre de pilotage de l'efficacité énergétique. Puis elles sont interprétées par des analystes, experts en gestion énergétique des bâtiments. Elles peuvent alors être traduites en actions à court terme avec des réglages adaptés ou une demande d'intervention sur l'installation en cas de dysfonctionnement. Elles peuvent également faire l'objet d'un diagnostic plus complexe avec la programmation d'actions à long terme, comme le remplacement d'un équipement ou des travaux qui seront amortis dans le temps grâce aux économies d'énergie réalisées. Ces recommandations sont ensuite transmises pour décision et planification des interventions de techniciens chez les clients. Depuis un tableau de bord en ligne, chaque client peut suivre ses propres consommations d'énergie et les comparer avec les consommations de référence de son contrat. Il peut ainsi mesurer concrètement les résultats du pilotage, notamment la réduction de sa facture énergétique. Quant aux usagers des bâtiments, ils sont sensibilisés aux économies d'énergie au quotidien. L'efficacité énergétique des bâtiments améliore la qualité de vie des habitants tout en réduisant la consommation d'énergie. Cette gestion plus intelligente et plus économe de la ressource contribue ainsi à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Bonjour à tous, j'ai de bonnes nouvelles. Ça que vous avez vu, ça existe déjà. Voilà, ça c'est un centre de pilotage en temps réel de Veolia. Ce qu'on appelle un Smart Monitoring Center. C'est un upgrade. Et qu'est-ce que c'est un upgrade? C'est un centre où les équipes gèrent les données en temps réel, les données d'énergie, d'eau et des matériaux pour augmenter la efficacité de la consommation. Et pourquoi ça nous intéresse? Ma voix est très... Bon, je n'aime pas la voix ici. Mais bon, je continue avec ma voix portugaise et tout. Bon, pourquoi ça nous intéresse? Parce qu'aujourd'hui, nous payons l'énergie, les matériaux et l'eau que nous n'utilisons pas. Et nous pouvons faire des économies. Nous pouvons changer nos comportements et économiser. Et ça, c'est très important pour nous, parce que ça fait un impact énorme dans l'environnement et dans nos poches. Je vous explique. Okay. Aujourd'hui, la planète consomme plus de ressources, l'humanité consomme plus de ressources que la planète peut régénérer. Ce n'est pas durable. On a besoin de 2 planètes pour être durable. Et en 2050, nous aurions besoin de 3 planètes. Il faut changer nos comportements. Comment on peut faire ça? Bon, avec les bonnes pratiques environnementales, avec le télétravail, par exemple, c'est une chose du futur, avec l'efficacité énergétique. Avec ça, nous pouvons découpler la croissance économique de la consommation de ressources naturelles. Et l'efficacité énergétique du bâtiment est l'opportunité plus grande qui existe pour économiser nos ressources. Et comme j'avais dit, si on réduit 50%, on a 50% de problèmes réduits. Comment on fait ça? Bon, c'est un grand défi. Et pour les grands défis, on a une grande solution qui ne marche pas. Le upgrade. La performance, la conduite du changement
et des modèles économiques innovants, tout dans un centre de pilotage en temps réel. Avec ce centre, nous pouvons vraiment réduire notre consommation et maximiser l'utilisation d'énergies renouvelables pour rendre l'économie plus circulaire. Comment on fait ça? Je laisse Rachid expliquer, parce que les choses difficiles, il faut que ce soit lui. Merci Antonio. Donc, comment ça marche concrètement? C'est très simple. Donc, nous collectons les données à partir de nos bâtiments. Ces données sont par la suite analysées par nos experts dans le centre de pilotage énergétique. Cette expertise permet à la fois d'optimiser les consommations, mais aussi d'optimiser ou de rationaliser les usages. Nous fournissons aussi des rapports de transparence, d'analyse pour nos clients. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la solution de Veolia s'articule autour de 3 axes. Donc le premier axe, c'est la gouvernance, c'est-à-dire la mise en place d'une expertise pointue et mutualisée. Le second axe, c'est la co-construction de nouvelles offres de services avec nos clients. Cette co-construction est gagnant-gagnant. Ça veut dire qu'elle permet d'optimiser les bâtiments de nos clients, mais aussi d'améliorer le travail de nos techniciens, qui vont faire un peu moins de maintenance, mais beaucoup plus de conduite. Le troisième axe, et pas des moindres, c'est la mise en place de plateformes digitales efficaces. Ces plateformes digitales doivent permettre de soutenir notre activité opérationnelle, mais aussi d'apporter plus de valeur à nos clients et contribuer à l'atteinte ou à les accompagner dans la réussite de leurs enjeux, notamment les enjeux de RSE. Concrètement, Veolia gère plus de 3 millions de capteurs. Qu'est-ce qu'on fait avec? Eh bien, par la suite, on déploie des centres de pilotage. Aujourd'hui, depuis le lancement du projet Upgrade au sein de Veolia en 2014, nous avons déployé une quinzaine de centres de pilotage énergétique dans une douzaine de pays dans le monde. Si on prend l'exemple de Shanghai, nous gérons 2500 bâtiments, plus d'1 TWh d'énergie, 15% d'économie pour nos clients, et nous avons plus de 50 ingénieurs à plein temps qui travaillent sur les analyses. On fait ça aussi chez nous, c'est-à-dire au sein de notre entité Veolia Énergie France. En plus de gérer les bâtiments de nos clients, eh bien, nous gérons aussi le bâtiment, le nouveau siège de Veolia Aubervilliers, qui est levé. Pour résumer, je dirais que la réponse au travers du upgrade, c'est vraiment du digital au diapason des enjeux de nos clients, et une organisation qui est efficiente et qui apporte beaucoup plus de valeur. Nous pensons que cette solution est un accélérateur pour la transition énergétique. Merci beaucoup. Je vois que cette solution est un petit peu en accord avec des petits mots que vous avez pu marquer sur le tableau, avec le ressources, efficacité, cycle de valorisation, même le mot transparence qui était dans l'un des slides. Donc on verra ça peut-être dans la phase de questions si vous avez, si vous voulez aller plus en profondeur par rapport à ces solutions-là. Mais on va d'abord, suite à ça, voir ce qui se passe un peu en France et voir un petit peu le cadre réglementaire, je vais dire, des politiques publiques. Qu'est-ce qui est mis en place concrètement pour favoriser cette transition énergétique? Et ça va être avec Adrien Deboutière de l'Institut de l'économie circulaire qu'on va se pencher sur cette question. Merci Jonathan. Je vais vous parler effectivement d'économie circulaire à nouveau et de transition énergétique et essayer de vous donner des exemples un peu de politiques publiques qui peuvent être mises en œuvre à l'échelle communautaire, à l'échelle nationale ou dans les territoires pour accélérer un petit peu cette transition. Je vous ai affiché au tableau, ça va être un peu mon fil rouge, le schéma de l'ADEME, de l'économie circulaire, qui permet d'identifier un petit peu les différents piliers d'action avec les différents acteurs impliqués. Donc, effectivement, on va devoir agir tant au niveau des modes de production que de consommation, de l'offre et de la demande pour aller vers une transition énergétique viable. Effectivement, je souhaitais revenir sur 2 petits éléments qui avaient été présentés.
Déjà, il y a l'aspect, effectivement, qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Il y a quand même des constats assez alarmistes si on poursuit sur des modes de production, de consommation tels qu'ils existent actuellement. Et le but de l'économie circulaire, c'est quand même bien d'apporter à la fois des réponses technologiques, comme celle qui a été proposée à l'instant, mais aussi des solutions en termes de mode d'organisation et de consommation. On a notamment un enjeu fort, c'est l'effet levier. Quand on a tendance à augmenter l'efficacité, notamment énergétique ou de tout système, de réduire le coût des choses, il peut avoir une tendance à consommer encore davantage par compensation. Donc ça, l'économie circulaire, ça vise aussi à répondre à cet enjeu-là. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu des leviers qui peuvent être affiliés aux différents piliers que j'ai rapidement montrés. On pourra poser des questions sur d'autres si vous en avez, parce que j'aurai pas le temps de tout traiter. Alors l'éco-conception, avec l'exemple des directives européennes sur l'éco-conception, il y a 2 directives, notamment la première qui fixe des exigences en matière d'éco-conception, notamment d'efficacité énergétique pour les produits liés à l'énergie. Ça permet de réaliser quand même des économies considérables avec une vérification de conformité avant la mise sur le marché d'un produit qui va bien être assez efficace en termes énergétiques. Il y a l'affichage énergétique aussi, une autre directive qui permet d'afficher une consommation énergétique d'un produit et de donner toute l'information nécessaire au consommateur objectivement pour qu'il puisse faire le choix qui lui paraît le plus cohérent au niveau énergétique, mais aussi au niveau financier, bien sûr. Voilà. Ça permet, c'est des directives quand même assez efficaces qu'on permet de réaliser des économies considérables. Le petit moins qu'on pourrait signaler, c'est qu'elles concernent uniquement des aspects énergétiques jusqu'à maintenant, pas les aspects matières, donc par exemple la capacité à recycler, la capacité à être réparé, l'intégration de matières recyclées, alors que l'efficacité matière est indispensable aussi à l'efficacité énergétique, dans la mesure où il y a beaucoup d'énergie grise qui va être consommée lors de la production, parfois même davantage que lors de l'utilisation des produits. Donc on a cette nécessité d'avoir à la fois une efficacité matière et énergétique. Et là, la Commission européenne est en train de travailler là-dessus pour intégrer aussi des aspects notamment de durabilité en termes d'information aux consommateurs. Un autre pilier, l'écologie industrielle et territoriale. Alors ça, c'est un levier de politique publique beaucoup plus local. Mettre en réseau les acteurs du territoire, les entreprises, mais aussi le résidentiel, effectivement, qui constitue le principal consommateur d'énergie, pour optimiser l'ensemble des ressources, matière, eau, énergie, en favorisant l'échange, donc des synergies interentreprises, par exemple, de la substitution. Les déchets des uns vont devenir les produits des autres, ou des mutualisations. On va acheter en commun, utiliser des matériels en commun pour moins dépenser. Là, c'est un exemple à Dunkerque dans lequel des économies considérables d'énergie et de CO2 sont réalisées avec la valorisation de la chaleur fatale, donc, qui est la chaleur fatale qui a déjà été évoquée tout à l'heure. Là, c'est un exemple vraiment énergétique, c'est de l'énergie qui serait perdue sinon. On a construit des réseaux de chaleur pour chauffer les résidences. Et il y a 2/3 du réseau de Dunkerque qui est chauffé par ce biais-là. Je poursuis avec la consommation responsable, un outil d'incitation à la consommation responsable, avec quand même cette petite précaution que j'ai signalée tout à l'heure sur, attention, consommer plus efficacement, ça veut dire aussi de la sobriété, pas uniquement de l'efficacité, faire attention à cet effet levier. Alors là, c'est par exemple les CEE, donc qui permettent qui visent à améliorer la sobriété justement en imposant des obligations de réduction de consommation à destination des fournisseurs d'énergie, qui vont devoir donc réaliser eux-mêmes des actions d'économie d'énergie. Donc c'est les certificats d'économie d'énergie, ou passer par des acteurs non obligés, donc qui vont pouvoir réaliser eux-mêmes des actions d'énergie et être subventionnés donc par ces acteurs par le biais d'un marché d'échange.
Le but étant, in fine, qu'il y ait effectivement une réduction d'énergie. Voilà, ça c'est un dispositif assez intéressant qui a permis quand même de réduire considérablement, on en est à la 3e période là en France, les consommations d'énergie. C'est des dispositifs qui sont cumulables en plus, notamment avec d'autres dispositifs comme les éco-prêts à taux zéro, qui permettent d'avoir des prêts avantageux à taux zéro pour réaliser de la rénovation énergétique chez soi, ou des crédits d'impôt développement durable qui permettent, pareil, pour des ménages plutôt modestes, de réaliser des économies d'énergie. Je finis avec l'allongement de la durée de vie des produits. Alors là, je reviens sur quelque chose que j'ai déjà présenté tout à l'heure, l'efficacité matière au service de l'efficacité énergétique. Effectivement, donc il y a cette hiérarchie de traitement des déchets qui est consacrée au niveau européen désormais. D'abord prévenir, donc en allongeant la durée de vie des produits, en réparant, en remanufacturant, je vous expliquerai un petit peu ce que c'est après, et en recyclant. Ensuite, effectivement, le recyclage, qui suppose quand même une modification de la matière, et la valorisation énergétique. Voilà. Donc faire attention à ce que les aides publiques, notamment les subventions, soient en accord aussi avec cette hiérarchie-là. Là, c'est un exemple d'une entreprise, Neopost, qui produit des machines. Là, on a l'exemple d'un produit remanufacturé pour un produit identique neuf. Et effectivement, donc, le remanufacturing, c'est le fait de reprendre des pièces détachées de produits qui sont en fin de vie pour reproduire des produits au lieu de produire des pièces neuves. Et ça permet de réduire considérablement la consommation énergétique et donc les émissions de gaz à effet de serre. Du fait de l'économie de l'énergie grise qui est liée à la production des matières. Voilà, je suis arrivé au bout de mon temps, je laisse juste ce tableau qui fait partie d'une étude qui avait été réalisée par l'Institut sur le lien justement entre économie circulaire et lutte contre le réchauffement climatique, avec des sources un petit peu à droite là d'économies réalisables en considérant les principales émissions qui sont liées aux différents secteurs que peuvent être la consommation de combustibles fossiles, l'agriculture, les produits, les déchets, etc. Voilà, et je suis à disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci Adrien. Je vais maintenant inviter les intervenants à venir me rejoindre pour s'asseoir sur les tabourets et pour que vous puissiez leur poser toutes vos questions. Peut-être que vous aimeriez réagir un petit peu sur ce qui a été dit pendant cette conférence. Il y a une première chose qui m'interpelle, c'est avec ce que disait Émeric en début de la conférence. On pouvait agir de deux façons, donc avec le progrès technique et avec la modification des comportements. Est-ce que peut-être qu'il y a des solutions chez nous qu'on pourrait appliquer pour réduire notre facture énergétique, tout simplement, des choses que vous avez pu faire vous, chez vous, peut-être Émeric. Est-ce que vous utilisez votre chauffage énormément l'hiver? Non, c'est un premier bon pas déjà. Je pense que, en tout cas, le message que je voulais faire passer sur la modification des comportements, c'était justement pas un message de culpabilisation. C'était de dire, dans vos comportements, il y a un certain nombre de choses qui vous sont imposées, et c'est les facteurs qui conduisent à vous imposer ces comportements sur lesquels on peut jouer. Donc bien sûr que c'est important de ne pas laisser la lumière allumée quand on s'en va, de ne pas chauffer à 22 si on est confortable à 20. Mais mon message, il a été double, il était de dire, dans vos comportements, il y a des choses que vous ne choisissez pas, et c'est aussi là-dessus qu'on peut travailler, même s'il y a les choses que vous choisissez. Et c'était de dire, de toute façon, le progrès technique ne permettra pas d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Ça, c'est une évidence. Donc de toute façon, on aura besoin que nos comportements soient modifiés. Donc autant le faire de la manière la plus anticipée possible et la plus acceptée possible, c'est-à-dire que chacun puisse aussi choisir les axes de modification de son comportement, mais ce sera effectivement indispensable si on veut atteindre les objectifs qu'on s'est fixés en termes de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et donc derrière en termes de transition énergétique. Alors peut-être par rapport... Vous avez des questions? Peut-être vous voulez rebondir un petit peu sur ce qui est dit? Peut-être par rapport aux solutions qui avaient été développées, vous, la solution de Veolia sur les centres de pilotage, il y a des choses, vous permettez de réduire, d'optimiser l'efficacité énergétique des bâtiments.
peut-être que vous pourrez nous dire des choses sur ce qui est mis en place concrètement par les bâtiments, comme peut-être que vous avez entendu parler des data centers qui permettent de chauffer les bâtiments ou de solutions alternatives pour faire progresser et diminuer la facture des entreprises. La première chose que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est connaître nos consommations, mesurer la consommation. On ne peut pas gérer une chose qu'on ne mesure pas et savoir, grâce à l'Internet des objets, aux objets connectés aux capteurs, on voit tout ça, pas seulement en quantité, mais on voit ça en temps réel. Et on peut changer nos comportements en temps réel. Ça, c'est très important parce qu'on voit l'impact de nos actions et on est reconnaissance par nos bons comportements. Il y a des actions qui ont fait avec le comportement des usagers, mais aussi avec la conduite des installations, parce qu'on passe des préconisations à nos techniciens qui sont habitués à faire seulement donner la fiabilité des installations, et on ajoute la couche de performance pour réduire la température quand ce n'est pas nécessaire, pour garantir le confort, pour garantir la qualité d'air intérieur avec la réduction de consommation. Et en même temps, on étudie, grâce aux données, le comportement des gens pour mettre en place des solutions, des technologies plus efficaces et plus adaptées au comportement des usagers. Une des choses qu'on utilise, et je reviens à la mesure, on a des partenariats avec des entreprises d'innovation et on fait une chose qui s'appelle, que moi j'appelle Artificial Intelligence Meter. C'est une façon de faire une sous-comptage à travers des algorithmes qui font la répartition de consommation par le type d'équipement électrique. Avec un seul compteur, on a la consommation de différents équipements. Et ça montre et met en évidence où est la consommation et qui est le consommateur. Je pense que le sous-comptage, c'est aussi une chose très importante pour un budget d'un hôpital, par exemple, pour que moi, si je suis le responsable d'un département, je ne veux pas payer ou avoir dans mon budget la consommation de la blanchisserie. C'est un grand consommateur des hôpitaux et on oublie toujours. Et ils gaspillent de l'énergie tous les jours et ils n'ont aucun contrôle. Et ça aide à réduire la consommation. Je pense que commencer par là et après étudier de nouvelles solutions. Ce n'est pas une solution technique qui va aider à réduire la consommation de ressources. Je ne sais pas s'il y a une solution, mais le changement de comportement, je donnais un autre exemple de télétravail par exemple, ça va réduire les émissions dans le transport, etc. Okay. Si je peux me permettre d'abonder dans le sens de ce qui a été dit précédemment sur le changement comportemental, ce qu'il faut savoir, c'est que les démarches sont assez structurées aujourd'hui, dans la mesure où le changement comportemental fait partie intégrante des politiques de responsabilité sociétale et environnementale. C'est aussi un axe qui est totalement intégré aux démarches de certification ISO 50001. Pour la petite anecdote, on avait un client qui était une collectivité qui nous a demandé de travailler avec lui pour la sensibilisation des collégiens et des lycéens. Donc on avait travaillé d'abord sur de l'affichage dans les télés, des halls, des consommations des lycées. Et puis on a travaillé avec cette collectivité sur les aspects ludiques, parce que si on veut intéresser les jeunes au changement comportemental et à l'économie d'énergie, il fallait faire quelque chose qui soit ludique. Donc on a commencé par faire des quiz avec une question écologique qui était posée le lundi et la réponse qui était diffusée le vendredi. Ensuite, bien sûr, il faut croiser ces informations-là avec le menu de la cantine, la prof de sport qui est absente, pour capter un petit peu les jeunes. Un deuxième travail qu'on a fait, c'était de ramener finalement l'empreinte carbone à quelque chose qui est palpable et tangible par rapport aux jeunes, notamment l'évitement carbone ramené au nombre de kilomètres parcourus par un véhicule. La consommation électrique ramenée au nombre d'ampoules allumées.
Ensuite, le troisième travail qu'on avait fait, c'était aussi du benchmark, c'est-à-dire mettre un palmarès des consommations d'un ensemble de lycées ou de collèges. Et à chaque fois, les jeunes collégiens ou lycéens, ils regardaient qu'ils n'étaient pas forcément au top 10 des consommateurs. Du coup, ils se challengeaient entre eux pour essayer d'éteindre les lumières en sortant des toilettes et des classes. Donc c'est vraiment un travail qui a été mené avec les collectivités parce que les collectivités sont sensibilisées. Il fallait un peu accompagner aussi nos jeunes dans cette démarche-là et les sensibiliser aussi. J'ai une question pour Benjamin. Là, c'est Benjamin. Adriane, pardon. La solution de Dunkerque, qu'est-ce qu'il faudrait... Alors attendez, je l'ai noté parce que sinon je n'y arrive pas. Que faudrait-il faire pour développer cette solution plus largement? Puisqu'on a déjà la solution, on a vu l'exemple de Dunkerque, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour... Alors là, c'est quand même un exemple intéressant. Arcelor, pour le coup, c'est un gros producteur de chaleur fatale, forcément. Donc c'est aussi parce qu'il y avait, ça a représenté une opportunité forte en termes économiques. C'est aussi ça qui a été un levier fort au développement de cette innovation là-bas, avec en plus une politique effectivement forte de la ville, notamment en termes de développement durable. Alors j'ai présenté l'écologie industrielle. Dunkerque, il y a tout un contexte un peu territorial là-bas aussi qui fait qu'ils ont poussé vraiment dans cette direction. Il y a des fermetures d'usines, il y a eu, c'est une zone qui a été un petit peu sinistrée quand même à un moment sur le plan économique, et ils se sont saisis de ça aussi comme un levier de développement économique, donc c'est quelque chose d'intéressant. Il y a une association d'entreprises là-bas qui existe, qui développe l'écologie industrielle. Donc voilà, c'est l'écologie industrielle. Il y a les collectivités, effectivement, peuvent être promoteurs de ce développement-là, dans les villes, dans les métropoles, même à l'échelle régionale désormais, où les régions ont une compétence en termes d'économie circulaire, doivent établir des plans d'économie circulaire. C'est une mise en réseau donc des entreprises. Les entreprises, les acteurs privés doivent se saisir aussi directement de cette thématique, puisqu'il y a un vrai intérêt le problème n'est pas toujours évident pour elles, lorsqu'elles sont concentrées sur leur activité économique au jour le jour, leurs contraintes. Ça peut être des choses qui sont viables à un petit peu plus long terme. Donc c'est pas toujours facile. Il y a aussi l'aspect coopération intersectorielle, le fait que la chaleur, par exemple, d'une usine de traitement des déchets puisse chauffer des serres agricoles. Voilà. C'est des choses qui se développent, mais qui ne sont pas encore toujours dans les usages habituels, parce qu'ils sortent un petit peu du mode de fonctionnement habituel, qui est quand même assez sectoriel, des entreprises. Voilà. Comment on peut les sensibiliser justement ? Il y a un rôle de tous les acteurs, hein, des collectivités, de l'État, donc de la puissance publique, mais aussi des pionniers. Il y a des pionniers, et à l'exemple d'ArcelorMittal, là, il y a des entreprises qui ont réalisé, qui ont fait, qui doivent montrer que ça peut marcher. Les fédérations professionnelles, tous les acteurs doivent effectivement se mobiliser. Là, on a le cas précis, on a ce cas à Dunkerque où c'est un travail en plus avec la ville. Donc là, ça peut être un facteur d'accélération, ça peut être un petit peu plus facile aussi, lorsqu'il y a une volonté effectivement de la ville de se doter, de renforcer son autonomie énergétique en s'appuyant sur des partenariats comme ça, territoriaux, quoi. J'avais une question pour Antonio et Rachid qui nous ont parlé de Veolia. Vous avez parlé des data centers qui consomment énormément d'énergie. Je voulais savoir ce que vous pensiez de la solution de Google qui était de s'approvisionner en énergie renouvelable pour ces data centers. Est-ce que vous pensez que c'est une vraie solution ou est-ce que vous pensez que c'est simplement une stratégie marketing ? La solution de Google, c'est d'approvisionner ces data centers en énergie renouvelable. Est-ce que vous pensez que c'est une vraie solution ou c'est simplement une stratégie marketing ? Bon, merci pour ta question. Moi, je ne sais pas en détail cette solution, mais ça me paraît bien. Parce que l'économie circulaire, c'est exactement ça. Réduire la consommation et
renouveler les ressources. Renouveler les ressources, c'est les énergies renouvelables d'une côté, et l'autre c'est le recyclage des matériaux pour faire apparaître dans l'économie encore une fois. Je pense que il y a beaucoup d'énergie dans les data centers, c'est gaspillé aujourd'hui. Les data centers du futur peut-être sont chez nous parce qu'on peut avoir un serveur dans notre appartement et ça chauffe pendant l'hiver, par exemple. Il y a beaucoup de solutions qui sont en recherche encore. Je ne connais pas le détail de Google, mais la consommation est énorme. Seulement pour quelques chiffres clés, peut-être pour un peu de sensibilisation. En France, la France consomme, les data centers en France consomment 9% total de l'électricité. En France a besoin de 5 centrales nucléaires seulement pour les data centers. Et ça, c'est énorme. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec les renouvelables, avec le changement de comportement et aussi avec le data mining, parce qu'il y a beaucoup de données qu'on n'a pas besoin. Et il ne faut pas les stocker. Je laisserai Rachid donner son avis. Moi, je pense que c'est une bonne solution pour Google. Donc, effectivement, ce que citait Antonio comme exemple, les serveurs qui sont dans les appartements, qui chauffent l'appartement, c'est une vraie solution. Et on se félicite que ce soit une solution française. Donc, c'est une start-up française qui l'a mis en place. Ensuite, tout doit s'inscrire dans un bilan global. Par exemple, chez Veolia, on travaille aussi avec des opérateurs sur des data centers qui sont dans des zones nordiques. Pourquoi? Parce que ça permet de refroidir les serveurs juste avec un renouvellement d'air. Donc on travaille par exemple avec Hydro-Québec à Montréal, où finalement la consommation énergétique pour refroidir les serveurs, elle est réduite à son strict minimum, dans la mesure où on va utiliser finalement les températures qui sont souvent très très basses au Canada. Pour citer d'ailleurs l'entreprise française qui a l'initiative de ces data centers qui chauffent les bâtiments, c'est Carnot Computing, je crois. Et elle est déjà opérante depuis plusieurs années et ça marche très bien. Je me dirige. Alors, je voulais poser une question, je ne sais pas, c'est aux régulateurs globalement. Quand la France a subi les chocs pétroliers et qu'elle a mis en place le programme nucléaire, il y a eu une mise en place parallèlement par EDF, donc qui était gestionnaire réseau et distribution, qui intégrait tout, de systèmes de facturation différenciés. Et donc le fameux jour-nuit qu'on connaît tous maintenant, qu'on utilise parce qu'il y a de la production nucléaire la nuit en supplément par rapport aux besoins, par rapport à la demande. Pourquoi, avec les nouvelles sources énergétiques, je sais que c'est intermittent avec le système des énergies renouvelables, on ne met pas systématiquement en place ce genre de choses? Avec l'expérimentation Linky, ça n'a pas bien marché parce que les utilisateurs n'ont pas été associés et que c'était d'autres qui allaient tirer profit des économies mises en place. Est-ce que chez Veolia ou au niveau du régulateur, de l'Institut ou de l'ADEME, il y a des réflexions autour de ça? Parce que je pense que ça fait partie des facteurs qui peuvent être mis en place. Surtout qu'il existe aujourd'hui des technologies type CPL qui permettent de contrôler ça mieux que le système jour-nuit, quoi. Bon, je peux vous dire le... Allô? Oui, c'est bon? Ok. Bon. Le défi pour Veolia, c'est aider ses clients. Et les clients de Veolia sont les villes, les industriels et les entreprises du tertiaire. La question, c'est que sans une vision long terme, on ne peut rien faire. Et nous essayons de proposer les solutions pour la vision que nos clients nous permettent d'actuer. Comme pour la question de Google, le défi en termes techniques, c'est l'intégration de tout ça. C'est un peu de nucléaire, un peu de renouvelable, un peu de optimiser la consommation et vraiment réduire les déchets, réduire le gaspillage d'énergie. Et pour ça, il faut une intégration, il faut une vision long terme pour la société, pour l'humanité, pour voir ce qu'on veut. Et je pense que c'est la seule façon. Si on est toujours avec un problème pour résoudre demain, on ne va rien résoudre.
Il faut un peu de vision long terme. Si je peux rajouter, si je peux rajouter quelque chose d'additionnel, en fait, vous faites allusion aussi, je présume, au mécanisme de flexibilité, au smart grid, au microgrid. Donc, une des initiatives qui a été déjà mise en place par Veolia, c'est les effacements, notamment sur les stations de pompage. Pourquoi? Parce que dans tout ce qui est gestion de la demande électrique, par exemple, la principale problématique, c'est le stockage. On a un peu de mal à stocker l'électron. Donc, ce qu'on fait, c'est on stocke les volumes d'eau. Donc, l'avantage dans le domaine de la distribution de l'eau, c'est qu'on peut stocker les châteaux d'eau lorsque l'électricité coûte pas cher, et puis effacer les pompages et laisser l'eau se distribuer par gravitation au sein des particuliers. Après, la réponse, elle est plutôt quel est le meilleur modèle économique? Et c'est là où effectivement le régulateur peut constituer un booster dans cette démarche-là, parce que ces mécanismes de flexibilité, d'effacement, de réserve primaire, secondaire et autres sont des mécanismes de subvention d'abord, et puis il faut trouver aussi le bon équilibre technico-économique. Mais je pense que techniquement, la réponse existe. C'est le modèle économique à construire derrière qui peut-être aujourd'hui manque de maturité. Pardon, est-ce que c'est plutôt des choix politiques peut-être qui devraient être faits? Parce qu'aujourd'hui, autant il y a 10 ans, quand l'expérimentation Linky a été lancée, peut-être que c'était pas mature au niveau technique, autant aujourd'hui, on sait que aussi bien sur le grid que sur les capteurs, que sur les compteurs, sur la technologie CPL qui permet de déclencher des équipements quand on veut, on a pratiquement les solutions techniques qui sont là. Et les équipements commencent à suivre, aussi bien au niveau des constructions électroménagères et tout. Donc est-ce que ce n'est pas juste un problème, effectivement, de choix politique et d'orientation politique? Moi, je pense oui. C'est la même chose que j'avais dit en termes de vision long terme. Et nos clients, Veolia ne fait pas la politique. Nous travaillons avec... je peux donner les exemples de Veolia. Et nos clients ne peuvent pas prendre ce genre de décisions, mais c'est la direction que tout le monde veut. Et on attend. Petit à petit, les chiffres seront là. Si on mesure, si on montre le progrès, le payback économique vient. Je vais mettre le pied dans le plat. Je dirais que chez Veolia, nous avons pris cette initiative de faire évoluer notre modèle économique d'une vente de services vers de l'économie partagée. Aujourd'hui, EDF est un vendeur d'électricité. Peut-être qu'il faudrait qu'il fasse le pas de transformer un peu son modèle aussi. Merci. Peut-être avant de conclure, je vais prendre 2 dernières questions. Il y avait juste 2 questions ici. Ça va? Merci en tout cas pour ce que vous avez présenté. J'avais une question au sujet de tout ce qui était études du comportement humain, parce qu'on a énormément d'études qui ont été faites sur comment diminuer notre consommation énergétique, comment réussir à produire à moins de coûts énergétiques, comment gérer nos flux électriques, gérer nos flux de déplacement. Et il me semble qu'on n'a pas encore énormément d'innovation sur réellement comment on peut récupérer de l'énergie à partir juste du comportement humain, de ces déplacements. On peut penser aux pièces électriques, qui n'est pas du tout encore rentable en termes énergétiques. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'innovations qui peuvent être faites en dehors de l'enveloppe de la ville, mais plus axées sur l'habitude humaine de s'asseoir, de se déplacer, d'avoir une étude comportementaliste poussée. Est-ce que c'est une voie de réflexion qui peut être mise en place chez Veolia ou même au niveau des collectivités et de l'État? Nous avons lancé une première initiative, mais c'est vraiment un exercice de style. C'était dans le cadre des piscines, où on est plutôt à des stades expérimentaux d'analyse de la donnée et d'analyse comportementale, c'est-à-dire restituer l'inertie d'une piscine au travers des comportements
Et il y a des trucs qui sont amusants, par exemple la journée des bébés, là où il y a les bébés avec leur maman, on constate qu'il y a quand même une inertie assez forte à l'intérieur des piscines. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est très compliqué parce que, comme vous l'avez cité, c'est que les enveloppes du bâtiment sont totalement hétéroclites dans l'écosystème de l'habitat. Donc il y a des effets extérieurs, des pentes thermiques et autres, qui influencent finalement l'inertie du bâtiment. Donc on a pris on va dire un périmètre qui est maîtrisé, qui est les piscines, pour essayer d'étudier ce phénomène-là. Mais très honnêtement, ça reste quand même aujourd'hui à un stade embryologique, quoi. Il y a des études comportementales qui sont conduites, je pense notamment à l'ADEME. L'ADEME conduit des études comportementales sur les habitudes de consommation, sur la manière de vivre et sur la capacité aussi, effectivement, les leviers individuels sur lesquels appuyer pour changer de système. Il y a des choses. Après, c'est comme... là, je reviendrai sur ce que disait tout à l'heure Aymeric aussi. C'est le problème, c'est qu'on n'a pas... les personnes n'ont pas toujours le choix pour aller, à l'heure actuelle, vers un modèle plus durable, qui est davantage orienté vers la proximité aussi, parce que l'économie circulaire fonctionne aussi sur la notion de proximité, effectivement. À l'échelle de l'individu, on va forcément pouvoir réduire ces flux de matière, ces flux d'énergie, si on peut consommer des choses qui s'inscrivent davantage dans une proximité de manière générale, quoi. Même s'il peut y avoir des exceptions après, si la méthode de production n'est pas cohérente, quoi. Mais de manière générale, quand même, il y a une volonté de plus en plus des individus à se recentrer, à se réorienter, à refaire du sens. On pense notamment à l'agriculture, à l'alimentation, parce que c'est quelque chose qui fait rapidement sens. Là, les études quand même montrent que les gens ont tendance à vouloir consommer lorsque c'est possible, d'un point de vue économique et en termes de faisabilité, plus local, à mieux connaître les aliments qu'ils consomment, etc. Et ça, voilà. Après, faut rendre aussi les choses possibles. C'est le rôle aussi des territoires et de l'État et des entreprises. Juste un petit complément, c'est vraiment anecdotique, hein. Il y a aussi tout ce qui est lié au biomimétisme, c'est-à-dire essayer d'analyser comment l'homme gère sa propre énergie pour le reproduire sur des systèmes. Et il y a un exemple assez marrant, il y a une thèse qui a été soutenue il y a 2 ans d'une fille qui a étudié comment l'homme court et gère en fait le rebond quand il court, et ça a été utilisé derrière pour essayer de récupérer l'énergie d'une suspension d'un véhicule pour essayer d'améliorer la performance énergétique du véhicule. Donc ça, on est clairement sur des stades encore très, très amont en termes de recherche, mais c'est vraiment des choses qui sont étudiées autour des questions que vous posez, qui ne sont pas que des changements de comportement, qui sont aussi la gestion par l'homme de son énergie. Pour compléter sur cette question de comportement, en fait, je voudrais en profiter pour dire un mot là-dessus. Il y a l'approche des nudges qui est très intéressante. Je ne sais pas si vous connaissez les nudges, mais c'est justement ça, c'est de l'approche comportementale. On s'est rendu compte sur des bâtiments HQE ou basse consommation, on avait par exemple fait en sorte que le chauffage soit à 19 degrés. Et en fait, on se rend compte qu'à l'usage, le bâtiment qui est basse consommation, en fait, surconsomme, parce que les locataires, du coup, rajoutent un peu de chauffage d'appoint. Voilà. Donc on se rend compte que le comportement de l'usager, au final, va pas forcément avec la manière dont on a designé, pourtant de manière éco-conçue, un bâtiment HQE. Donc les politiques publiques, les collectivités s'intéressent à l'approche des nudges, qui est comment orienter le comportement des personnes de manière, je dirais, invisible, insidieuse. C'est un peu comme des techniques de marketing, en fait. C'est par exemple, dans la gare, vous avez des traces de pas par terre et ça vous oriente dans la bonne direction. De la même manière, pour aller jeter vos déchets dans la poubelle, vous avez un bon fléchage. Il y a plein de techniques comme ça de nudge, basées sur l'approche comportementale, maintenant avec les neurosciences qui sont bien développées. Et il y a une note qui est très intéressante là-dessus de la Fabrique écologique,
sur cette approche des nudges dans les politiques publiques pour favoriser aux comportements plus vertueux environnementaux. Voilà, en complément. Pour rester sur le comportemental, on parlait tout à l'heure des data centers qui chauffent beaucoup et qui polluent. Je pense qu'il y a clairement un lien à faire avec nos comportements à nous aussi. Google a sa responsabilité, on l'a aussi, à checker Facebook toutes les 2 secondes et compagnie. Donc c'était mon premier point. Et mon deuxième point, je voulais rebondir sur votre exemple des trucs à eau, je ne retrouve plus le nom, des châteaux d'eau, et voir si on pouvait s'attendre que Veolia n'utilise plus l'électricité pour ces châteaux d'eau la nuit quand elle est pas chère, mais plutôt le jour quand il fait beau ou quand il y a du vent, pour non seulement réduire la facture, mais aussi réduire les émissions de déchets nucléaires. Je savais que je ne devais pas me lancer sur ce terrain, mais je vais continuer. En fait, il y a plusieurs paramètres, parce qu'il y a effectivement le fait de réaliser des économies et de réduire son empreinte, mais aussi il y a tout de même un confort des usagers à respecter. Parce que j'avais cité le paramètre des tarifs électriques, mais il y en a d'autres, c'est-à-dire le lundi matin ou le dimanche soir où la moitié des gens prennent leur douche aussi. Donc il fallait gérer aussi ces paramètres-là de confort parce qu'on a aussi un service qu'on doit honorer auprès des usagers. Merci, merci beaucoup. Peut-être que pour conclure, on peut rappeler que donc, du coup, c'est une question qui est complexe. Pour aller vers cette société bas carbone, est-ce que mon micro fonctionne encore? Ouais. Il faut jouer sur l'offre, donc en décarbonant les systèmes énergétiques, sur la demande, en modifiant les comportements, que ce soit l'entreprise, pas seulement le particulier, et qu'il y avait un cadre légal qui était plutôt favorable pour ça. Et voilà, j'espère que ça vous a en tout cas aidé à mieux comprendre et cerner les enjeux de la transition énergétique et pourquoi l'un des leviers majeurs et importants, c'était l'efficacité énergétique. Moi, je vais laisser la parole à Fanny et moi, je vais vous quitter. Et je vous dis à très vite. Alors un grand merci à nos intervenants qui ont pris leur temps pour partager avec vous ce sujet de la transition énergétique. Un grand merci aussi à Jonathan pour avoir animé la conférence. J'oublie pas Certes qui a dû partir et qui nous a fait une très jolie introduction musicale. Vous dire peut-être pour conclure effectivement qu'on aura un article on a un site communautaire sur l'économie circulaire qui s'appelle Living Circular. On a l'équipe qui est là et qui va rédiger un article, donc il y aura une trace sur ce site. Et vous avez les autres conférences aussi, vous pourrez retrouver sur ce site internet, livingcircular.com. J'aurais pu mettre le nom là, mais vous allez le trouver facilement. Qu'on a une vidéo, une captation de cette conférence, le format complet, mais aussi le format court. Et surtout qu'on vous donne rendez-vous pour la 5e conférence du cycle de l'année, la 5e et dernière, qui aura lieu donc le 14 novembre prochain. Et là, on va parler de déchets. Les déchets, c'est vraiment un sujet au cœur de l'économie circulaire. C'est vraiment les ressources de demain qui vont devoir être recyclées, qui vont être une ressource infinie. Donc, on vous expliquera les enjeux technologiques, économiques, sociétaux de ce sujet. Donc, venez nombreux. Merci à nouveau à tous et à bientôt. Au revoir.